Bonjour, donc capsule 341, on va parler un petit peu de régression quantile. Donc, on a déjà vu un petit peu les quantiles. Donc, l'idée des quantiles, c'est de ne plus être au centre de la distribution. Donc, la moyenne nous donnait la valeur centrale. Là, on s'intéresse éventuellement aux valeurs les plus importantes, donc les 10% les plus extrêmes positifs de la distribution, ou alors les 10% les plus faibles. D'accord. Donc, par exemple, quand on va s'intéresser aux revenus, on va s'intéresser aux personnes les plus pauvres ou aux personnes les plus riches. Donc, les quantiles sont là pour ça. D'accord. Donc, c'est vraiment l'outil approprié quand on travaille sur ces, non pas sur le cœur, mais sur ce qui se passe sur le bord de la distribution. Et ce qu'on avait vu quand on avait fait la régression classique, la régression par moindre carré, les moindres carrés étant associés à la moyenne, dès qu'on fait des moindres carrés, fondamentalement, c'est la seule chose qu'on essaie de modéliser, c'est ce qui se passe au centre de la distribution. Donc, ce qu'on verra, c'est qu'il y a pas mal d'applications en fait, pour lesquelles ce qui nous intéresse, c'est plutôt les valeurs sur les bords. Donc, on parlera de poids, on parlera de prix de logement et ce genre de choses. Okay. Donc, je vais basculer sur ma tablette en espérant que ça marche bien. Ok, donc série de slides sur les régressions quantiles. Donc premier exemple, juste pour reprendre des exemples que vous connaissez forcément, je pense un petit peu, des courbes de croissance. Okay, donc les courbes de croissance, c'est ce qu'on va retrouver classiquement pour surveiller qu'un enfant a une croissance normale, d'accord. Donc disons dans la norme, je ne vais pas faire de discussion philosophique sur ce qu'est la norme ici, mais on a des informations qui apparaissent quand on regarde un petit peu en détail sur ce genre de courbe. Et en particulier, donc on va voir ici des informations, donc on les voit indiquées sur les bords. Okay. Donc on voit apparaître des informations en termes de quantile. Okay. Donc ce qu'on nous dit par exemple, c'est un enfant qui, alors je me place au centre, donc au centre on est sur des garçons, on s'intéresse à leur stature, à leur taille. Donc par exemple ici j'ai la taille soit en pouces, soit en centimètres. Okay. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'un enfant qui aurait, par exemple, on va se mettre ici, 10 ans, okay. Donc classiquement, c'est toujours la même chose. Hein. Je vois sur l'axe des X l'âge. Okay. Donc, ce qu'on essaie de voir, c'est l'évolution de croissance. Okay. Donc, on va voir les âges qui évoluent sur l'axe des abscisses et en ordonnée, on va récupérer les informations importantes. Alors, on a ce graphique un petit peu étonnant avec cette rupture, euh, avec une échelle Y qui apparaît à la fois à gauche et à droite. Okay. Donc, on a des morceaux pour les poids qui sont sur la partie inférieure et sur la taille qui sont sur la partie supérieure. Okay. Donc, je passe la construction graphique. Encore une fois, vu qu'on y est habitué, je pense que ça ne pose pas de souci, mais c'est toujours un petit peu étonnant ce double indexage de valeurs. Mais peu importe. Donc, je lis sur l'axe des X l'âge qui m'intéresse, donc la variable X. Okay. Et sur l'axe des ordonnées, donc on va récupérer la grandeur Y qu'on essaye de suivre, donc en l'occurrence la taille. Et donc, on voit apparaître ici différentes sortes d'informations. Donc, je remonte tranquillement. Et donc, on me dit qu'un enfant de 10 ans doit sûrement être quelque part dans cet intervalle. Donc, l'intervalle me donne deux informations importantes, la borne sup et la borne inf. Ce qu'on voit, c'est qu'un enfant qui serait plus petit que la borne inf, il se situe sous le quantile à 5%. Okay. Donc 5% des enfants sont plus petits que cet enfant-là. Donc on a affaire à ce qu'on pourrait appeler un outlier, donc une observation qui sort de la norme. Okay. En sachant que par définition, il y a toujours 20% des observations qui sortent de la norme. Okay. Donc il n'y a rien de péjoratif derrière, c'est vraiment juste statistiquement, par définition d'un quantile, si jamais je prends un quantile à 10%, j'ai forcément 10% des personnes qui sont en dessous. Okay. Et pareil pour la partie supérieure, donc j'ai cette fois-ci 5%, donc un enfant sur 20 qui devrait être sur la valeur supérieure. Donc on va récupérer quelque chose qui ressemble à un intervalle de confiance tel qu'on a l'habitude de voir. Donc on a 90 chances sur 100 d'être entre le quantile à 5% et 95%, puis on a ces deux valeurs un petit peu extrêmes. Okay. Et donc on voit arriver ces courbes. Okay. Donc la courbe que je vois ici, c'est finalement le quantile à 5%, sachant x. Okay. Donc on voit apparaître quelque chose qu'on va par la suite interpréter comme étant une régression quantile et on verra comment est-ce qu'on peut la faire. Alors j'en ai déjà parlé un petit peu dans les capsules précédentes. La manière dont on estime un quantile, on a vu que ça pouvait se voir par optimisation. Okay. Donc un quantile, c'est le résultat
d'une minimisation d'une perte en valeur absolue. Okay, donc on avait vu que la valeur absolue, quand on minimise la différence entre y et une constante, entre les y, i et une constante, on récupérait la médiane. Et donc en changeant un tout petit peu, donc en mettant plus de poids sur les valeurs négatives et moins de poids sur les valeurs positives, on récupère un quantile. Okay, donc c'était le schéma que je mettais dans une des capsules, où je vous montrais que quand on mettait une fonction quadratique, donc quand on élève à la 2 l'erreur, on récupère la moyenne. Quand on met la valeur absolue, on récupère la médiane. Et en mettant quelque chose d'asymétrique dans cette fonction de perte, on va récupérer les quantiles. Donc une fois qu'on a défini, qu'on a compris qu'un quantile se veut comme un problème d'optimisation, je suis capable de faire des estimations de modèles. Okay, donc nous, ce qu'on fera, c'est des régressions quantiles qui vont être linéaires. Okay, donc on va juste, là, ici, on a des courbes. Okay, donc c'est plutôt en lien avec ce que je racontais dans la section précédente sur le lissage. On essayait de voir l'évolution moyenne comme étant quelque chose de relativement continu, okay, mais pas forcément linéaire, pas forcément des droites. Okay, c'est ce qu'on observe ici, c'est manifestement pas linéaire. Les croissances ne sont pas du tout linéaires, en particulier quand on commence à arriver une fois passé l'adolescence, ou une fois entré dans l'adolescence, par exemple pour les filles, on voit qu'effectivement, au début, peut-être que l'approximation linéaire n'est pas stupide, mais au bout d'un moment, ça va se stabiliser. Okay, donc les garçons, c'est peut-être un peu plus tard, mais on observe exactement le même genre de comportement. Donc ça, c'est de la régression quantile. Je vous prends un autre petit exemple. Alors cette fois-ci, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail avec des données. C'est un article qui était paru, enfin 2 articles en fait, qui étaient parus il y a une douzaine d'années sur les ouragans. Donc on regarde les ouragans qui surviennent en Floride, et la question de fond, c'est est-ce que les ouragans sont plus puissants maintenant que par le passé. Okay, donc ce qu'on observe ici, c'est l'intensité de l'ouragan, okay, donc la puissance de l'ouragan, et toutes les années, on en observe. Donc sur l'axe sur l'axe des X, on récupère l'année de l'ouragan. Okay, donc ce n'est pas exactement la date précise, donc on n'est pas vraiment sur une série temporelle standard où je sais que le 4 juillet, il y a un ouragan qui arrive en Floride. Donc déjà, il faudrait définir la date précise. Est-ce que c'est la date dans laquelle l'ouragan rentre dans les terres? Est-ce que c'est le début de l'accession, par exemple, en catégorie 1, ce genre de choses? Donc il faudrait déjà définir proprement ce qu'est la date. Okay, et ici, c'est juste l'année, donc c'est relativement simple. Et donc pour une année donnée, par exemple, ici, je me place en 1990, on a plusieurs ouragans qui surviennent. Okay, et ce qu'on observe, donc, c'est cette valeur Y, qui sont les intensités de mes ouragans. Voilà. Donc on a cette série de mémoire, elle est téléchargeable avec les articles, sinon je peux l'envoyer. Mais donc on a ces observations. Donc les YI, XI, c'est un ouragan, okay, l'ouragan I, qui est observé l'année XI avec une certaine intensité YI. Et la question qui était posée dans cet article, c'est est-ce qu'il y a de plus en plus de gros ouragans? Okay, donc on pourrait se dire, je peux faire une régression moyenne, quelque chose comme ça, mais là ce qui nous intéresse, c'est pas exactement ça, c'est pas cette régression moyenne, c'est vraiment ce qui se passe quand on est dans la partie supérieure de la distribution. Okay. Je vais juste régler un petit problème. Pardon, pour la petite coupure. Donc on a cette évolution moyenne, où ce qui nous intéressait plutôt, c'est qu'est-ce qui se passerait si jamais je me regardais plutôt le haut de la distribution, donc si jamais je me place plutôt par ici. Donc, je regarde plutôt dans le haut de la distribution et je me demande est-ce qu'il y a de plus en plus de gros ouragans. Donc on voit qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur les valeurs moyennes ni sur les petites valeurs. Okay. Encore une fois, les petites valeurs vont me perturber ma régression. C'est que quand je vais faire ma régression classique au sens des moindres carrés, ce que je vais mesurer, c'est la différence entre ce que j'observe et ce que je prédis. Okay, donc ici, j'ai mon YI chapeau, qui est la valeur que je prédis. Ici, j'ai mon YI. Dans ces cas-là, je vais minimiser la somme des carrés des erreurs. Donc si jamais j'ai plein de petits ouragans, ils vont me tirer la régression vers le bas. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment m'intéresser à ces valeurs un petit peu en haut. Donc ici, je vous mets la régression linéaire et on voit que la régression linéaire, elle est relativement plate. Okay, donc là, on pourrait regarder, je vous renvoie la capsule que j'avais faite sur la régression simple. Encore une fois, j'ai juste une variable explicative, c'est l'année. Okay, donc on peut faire un test de est-ce que la pente associée à cette année, elle est différente de 0. Okay, donc ça, c'est typiquement le test de Student qu'on a dans la sortie de régression, je vous rappelle. Okay, donc je me demande, est-ce que la pente, elle est égale à 0 ou pas? Si jamais elle est égale à 0, ça veut dire que l'année n'a rien à voir. Et donc, il n'y a pas d'évolution de la valeur moyenne dans le temps, okay, de l'intensité des ouragans. Donc les ouragans sont en moyenne aussi importants en 2005 qu'en 1990. En 1980, pardon, et qu'en 1990. Okay. Donc ce qui avait été proposé dans l'article, et je trouvais ça assez élégant, en fait, c'est l'idée de faire des box plots.
D'accord? Donc, on avait vu les box plots. Quand vous avez une variable un y qui vous intéresse, donc l'idée du box plot, c'est que vous avez plein d'observations. Et donc, l'idée du box plot, c'est de dire, bah, je vais représenter les données en tenant compte ici du quantile à 25%, du quantile à 75%, et ici, je vais mettre la valeur médiane. Okay, donc, ça, c'est ma boîte, et je vais lui rajouter des petites moustaches. Donc, les petites moustaches, c'est quelque chose qui ressemble à ça, où, alors je vais le faire juste sur la partie inférieure, mais on aura la version symétrique sur la partie supérieure. Sur la partie inférieure, je vais récupérer soit le minimum, okay, donc soit je vais jusqu'au minimum de mes données, soit je vais jusqu'à 1,5, l'écart interquartile, c'est-à-dire la taille de ma boîte. Okay, donc la taille maximale que va avoir ma boîte, c'est 1,5 fois l'écart, la taille de ma boîte. Okay, et, et éventuellement, si jamais il y a un point qui dépasse, je vais le rajouter. Donc, c'est ce qu'on observe ici. Il y a quelques endroits pour lesquels j'observe des points. D'accord? Donc, ça, c'est l'idée du box plot. Okay, et ce que je vais faire, c'est un box plot par année. Alors, on retrouve quelque chose qui n'est pas sans faire penser certains aspects que je racontais dans la capsule précédente sur le lissage, où ce que je disais, c'était si jamais je veux savoir ce qui se passe en moyenne et pas avoir une évolution globale, je me place en un point petit x. Je reviens là-dessus. Je me place en un point petit x. Okay, je prends un voisinage. Donc là, le voisinage est déjà défini parce qu'en fait, ma variable x n'est pas vraiment continue, c'est juste une année. Donc par définition, j'ai plusieurs observations en petit x. Okay, et ce qu'on disait, c'était je regarde la valeur moyenne. Donc je regarde le y bar, disons la moyenne des yi, si jamais les xi sont proches, donc appartiennent à un voisinage de petit x. Donc surtout au voisinage de petit x. Mais en fait, je peux faire la même chose. Je peux me dire, je peux aller chercher un quantile à 90%. Vous voyez, donc au lieu d'aller chercher la moyenne, je vais aller chercher le quantile. Et c'est ce qu'on observe ici. Donc finalement, ce que j'observe, si je regarde le haut de mes box plots, je récupère à chaque fois, localement, le quantile à 75%. D'accord? Donc on obtient plein de quantiles à 75%. Alors on voit que c'est assez erratique. Okay, donc là, par exemple, j'ai mon quantile à 75% pour différentes années. Et on voit que ça bouge pas mal. D'accord? Alors pourquoi? Parce qu'il y a certaines années où il n'y a pas beaucoup d'ouragans, puis certaines années, au contraire, où il y en a beaucoup plus. Voilà. Donc on a cette évolution, et là, ce qu'on peut se dire, c'est une fois qu'on a tous ces points, si jamais je veux voir une tendance, je fais une régression. Donc l'idée qui était assez amusante dans cet article est de dire, je vais faire des petites choses qu'on a l'habitude de faire, qui sont ces box plots, et ensuite je vais, sans faire de régression quantile, je vais juste essayer de regarder est-ce que je peux avoir une droite de régression sur les quantiles empiriques que j'observe dans ma distribution. Okay, donc c'est vraiment ce qui va être fait, et on peut faire mieux, je pense qu'on peut faire mieux en tout cas, mais c'est une approche qui est relativement intéressante. Donc c'est ce qui est fait ici. Okay, donc si je regarde, je récupère donc tous les quantiles à 75%, okay, et je peux passer une droite de régression. Et là, ce qu'on observe, c'est que cette fois-ci, la pente est significative. Donc visiblement, on a une augmentation des gros ouragans. En tout cas, c'est ce que semblerait nous raconter ce graphique. Okay, donc j'ai plus d'ouragans, disons, dans le top 25%, que ce que je pourrais avoir quand j'observe les valeurs moyennes. Donc là, c'est une conclusion qui est un peu différente, mais encore une fois, qui peut avoir du sens si jamais je m'intéresse non pas à des valeurs moyennes, mais à des quantiles. Je peux faire la même chose sur une autre grandeur, qui est le haut de la moustache. Okay, donc je vous rappelle, ma boîte, elle est définie avec mes quantiles, et j'ai cette valeur qui malheureusement n'est pas un quantile, okay, mais qui nous donne quand même une information importante quand même, qui est ce qui se passe dans le haut de la distribution. Alors, ce n'est pas défini de manière très propre, c'est ce qui était fait dans l'article, mais voilà, moi j'ai un peu plus de mal, parce que soit c'est le maximum de mes données, soit c'est 1,5 fois l'intervalle interquartile. On pourrait faire le maximum, en fait. Il y a des modèles qui s'intéressent à ça, donc on regarde le maximum par an. Okay, c'est ce qui est fait classiquement en hydrologie. On va regarder le maximum annuel sur des fleuves. Okay, donc ça, c'est toute une théorie qui a été développée depuis, je pense, les travaux de Gumbel dans les années 1920, où on s'intéresse à ces distributions des maximums annuels. Okay, donc c'est un peu ce qu'on observerait ici, mais ici on est un petit peu entre les deux, on est un petit peu entre un quantile et un maximum. Okay, donc c'est un peu plus compliqué à analyser, mais ce qu'on voit, c'est que la pente, elle est encore plus importante. Okay, donc tout à l'heure, on était sur une valeur moyenne qui était par là, et ce qu'on observe, c'est que plus je vais dans la queue de la distribution, plus la pente semble importante. Okay, donc c'est informatif, et on voit que l'histoire dépend beaucoup quand même de ce qu'on essaye de modéliser. Okay, donc si jamais je m'intéresse aux événements extrêmes, et c'est ce qu'on fait ici quand on s'intéresse à ces problèmes de risque d'ouragan, okay, on s'intéresse vraiment aux ouragans les plus puissants. Ce qu'on observe, c'est que la conclusion n'est pas la même suivant la manière dont je vais faire ma régression. Okay.
Donc ça, c'est l'approche qui était proposée dans le papier, mais on pourrait faire une régression quantile. Donc la régression quantile, je vais juste la définir. Alors je ne crois pas malheureusement que j'ai repris les exemples sur ces données-là, mais on observe effectivement que la pente est de plus en plus importante quand on va dans la queue de la distribution. Okay, donc ce qui veut bien dire qu'on a de plus en plus d'événements extrêmes. Je vais les redéfinir sur des données peut-être un peu plus simples, hein, et cette fois-ci avec un X qui est continu. Okay. L'idée de la régression quantile, c'est cette chose-là. Je vais juste revenir un tout petit peu sur cet objet-là, mais ce qu'on avait vu, c'était quand on faisait de la régression par moindre carré, on disait, bah, je vais chercher à minimiser la différence entre ce que j'observe et ce que je prédis. Okay, donc je reprends une notation matricielle classique. Okay, mais ce que je suis juste en train de dire ici, c'est que j'ai mon modèle. Donc la valeur qui est prédite par mon modèle pour une observation XI, je regarde la différence entre ce que j'observe et ce que donne mon modèle, et je l'élève à la 2. Okay, donc ça, c'était le point important, c'est la régression par moindre carré, c'est la régression de tendance qu'on observe, qu'on a dans tous les logiciels, c'est ce que nous renvoient quasiment toutes les études sur lesquelles on voit des régressions. Okay, donc la régression par défaut qui est construite, c'est celle-là. Et derrière, ce qu'on avait évoqué, c'était en fait, pour rappel, la moyenne, c'est défini très exactement comme la valeur qui minimise cette somme des carrés des erreurs si jamais je prenais quelque chose de constant. Okay, donc en fait, l'interprétation qu'on va avoir de ce modèle M, cette fonction M de X, c'est qu'elle va nous donner une valeur moyenne. Et donc, si jamais je change la fonction de perte, je vais avoir une autre interprétation. On avait vu qu'un quantile était défini avec une fonction de perte un peu particulière. Okay, c'était cette fonction qui va s'interpréter. Alors, je vous rappelle, on disait, soit je prends la valeur absolue multipliée par un certain poids, si jamais je suis positif. Okay, soit je prends toujours cette même valeur absolue, mais je la multiplie par l'autre poids. Donc, soit 30%, soit 70%, si jamais je prends les quantiles à 30%. Okay, si jamais je suis respectivement positif ou négatif. Okay, donc, on avait ce genre de choses. Okay, je renvoie sur la capsule, sur les quantiles, où je redéfinissais ça de manière peut-être un peu plus détaillée. Okay, mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on va changer cette fonction de perte. D'accord. Donc, sur la logique de l'objet, elle est relativement simple. C'est juste cette fonction de perte, ce que j'essaie de minimiser, que je vais changer. Okay, et dès que je le change, j'ai une autre interprétation. Donc, je vous le fais ici sur une base de données très simple avec 50 observations sur lesquelles j'ai des informations, je crois, sur des voitures. Donc, on a 50 véhicules qui ont été observés. On regarde à quelle vitesse ils roulent et on regarde la distance qu'ils mettent pour s'arrêter quand ils freinent. Okay, donc, on connaît tous un peu ce genre de choses. Plus on va vite, plus il nous faut une distance importante pour s'arrêter. Okay, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt si jamais vous regardez les distances un peu extrêmes, donc les moments où vous avez mis beaucoup de distance pour arrêter la voiture, qu'est-ce qu'on pouvait dire. Okay, donc, la régression quantile, ici, je la fais à 90%. Donc, j'ai 90% de chance d'être en dessous, 10% de chance d'être au-dessus. Donc, ce que ça veut dire, c'est ça. C'est si jamais je me place en un X donné, donc mon X, encore une fois, est ici. Donc, ici, j'arrive avec une vitesse de 15 miles par heure, je pense. Okay, ce qui va me dire, c'est qu'il y a 90% de chance pour que je sois en dessous de 60, ça doit être 60 pieds. Okay, donc, ici, j'ai 90% de chance d'être en dessous et 10% de chance d'être au-dessus. D'accord, donc on récupère non plus la valeur où je vais me trouver en moyenne, mais plutôt où est-ce qu'il y a 90% de chance pour que je sois. Donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez faire de la sécurité routière. Vous voulez vous dire, OK, les véhicules, ils arrivent à peu près à 15 miles par heure ici. Où est-ce qu'il faut mettre un panneau pour leur dire de s'arrêter si jamais vous mettez un feu? Voilà, donc vous avez la distance, non pas la distance moyenne, parce que si vous faites ça, vous savez qu'il y a à peu près une personne sur deux qui va mettre plus de distance. Okay, donc si jamais vous voulez vraiment avertir un peu au dernier moment pour éviter que les gens oublient, utiliser plutôt un quantile. D'accord, donc c'est plutôt ça la logique. Donc il y a des moments où on va se tromper. Il y a une chance sur 10 pour que la voiture mette plus de distance pour freiner, mais on voit que ça peut donner en tout cas une idée. Okay, donc cette fois-ci, je raisonne en quantile. D'accord, donc je ne suis plus du tout en moyenne. Donc ça, c'est la construction de ma régression. Okay, l'interprétation, elle se fait exactement de la même fois, exactement comme auparavant. J'ai une régression linéaire. Okay, donc je vais avoir une droite à chaque fois. Okay, donc ici, j'ai une droite qui va être de la forme A90. Donc je mets un indice 90 pour rappeler qu'on est à 90%, plus B90 multiplié par X. Donc ça va me donner la valeur que je prévois. Et ce qu'on peut se demander, c'est comment cette fonction-là, en fait, elle va évoluer en fonction de mes quantiles. Donc c'est ce qui est représenté à droite. Donc à droite, ici, j'ai mon quantile, par exemple, ici, à 90%. Et je regarde la pente. Donc ce qu'on observe, c'est que la pente sur cette régression, elle était à peu près à 4,75. Okay, donc on est un petit peu en dessous de 5. Donc la valeur qui va se trouver ici, c'est la pente à 90%.
Et je peux me demander comment cette pente, elle évolue. Donc, c'est exactement le graphique qu'on avait auparavant, hein. La régression moyenne était comme ça. La régression à 75% était comme ça, et sur la queue de distribution était encore plus élevée. Mais là, on peut l'observer directement. On a la pente et on a son intervalle de confiance. Donc ça, on l'avait vu, quand on fait une régression, je peux faire des tests derrière, et en particulier, je peux construire l'intervalle de confiance. Donc on a cette courbe un petit peu erratique, okay, qui bouge pas mal. Et ce qu'on observe, c'est que c'est croissant. Okay. Donc ce qu'on observe, c'est que plus on va vite, donc plus mon X est important, bah, 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 plus je devrais pardon, plus je m'intéresse à des quantités élevées, donc plus je m'intéresse à des valeurs qu'il est rare d'observer, okay, plus ça va être important en fonction de X. Voilà. Donc, donc pour revenir à ce que je racontais au début sur le plus X est grand, plus X est grand, plus l'impact que ça va avoir sur la distance de freinage va être important en fonction du quantile sur lequel on se trouve. Okay. Ma phrase est un peu alambiquée, je pense qu'elle est correcte, mais voilà, je vous encourage à réfléchir autour de ces graphes parce qu'on les observe un petit peu partout et c'est assez classique en fait de les construire pour essayer de comprendre si jamais l'impact est plus grand sur les valeurs extrêmes, les grandes valeurs extrêmes, les petites valeurs extrêmes. Et donc, on voit ici que l'interprétation n'est pas du tout la même quand je suis sur les quantiles ici à 90%, okay, où je me trouve plutôt par ici. Donc là, je suis plutôt sur la valeur à 90%. Par contre, si jamais je m'intéresse au quantile à 10%, je suis plutôt par là. Okay. Donc sur la pente à 10%, je serais plutôt par ici, avec une pente à 2,5, alors que l'autre, elle est quasiment à 5. Donc on voit qu'on a une pente 2 fois plus importante quand je m'intéresse à une régression quantile de type 10%, 90%. Okay. Alors cette croissance, je peux l'interpréter de plein de manières. Une manière assez simple de le faire, c'est juste de dire qu'en fait, on a un modèle qui est multiplicatif. C'est de dire qu'en fait, dans le modèle par moindre carré, ce qu'on a classiquement, c'est de dire, OK, j'ai ces droites de régression, mais ce qu'on a, c'est que j'ai toujours la même erreur partout. Okay. Là, ce qu'on aurait envie de dire, c'est au contraire, plus je m'intéresse à des valeurs importantes, plus mon écart va être important. Donc, avec cette régression-là, ce qu'elle nous dit, c'est que, au contraire, quand je suis sur des petites valeurs, j'ai peu d'incertitude quelque part, j'ai peu de variabilité. Par contre, quand je suis sur les valeurs importantes, j'ai beaucoup plus de variabilité. Et ça a du sens quelque part quand on vient à notre problème de distance de freinage. Quand vous roulez à 5 miles par heure, c'est assez dur d'imaginer qu'il va vous falloir 200 mètres pour vous arrêter. Okay. En revanche, si jamais vous roulez très très vite, la distance de freinage qu'il vous faut va dépendre de plein d'autres facteurs. C'est beaucoup plus hétérogène. Okay. Il y a des personnes qui vont réagir tout de suite parce qu'ils savent peut-être que c'est une situation de test, d'autres qui au contraire sont un peu inattentifs. Après, il peut y avoir des conditions climatiques. Okay. Quand il pleut ou qu'il ne pleuve pas à 5 miles par heure, ça ne change pas grand-chose. Par contre, quand vous arrivez beaucoup plus vite, l'état de la route, ça va influencer beaucoup plus. Donc l'hétérogénéité, la variabilité va dépendre de ce facteur-là. Okay. Donc on voit qu'on a cette régression quantile qui nous permet en tout cas de mieux comprendre l'incertitude qu'on a dans notre modèle. Okay. Je vais juste vous montrer 3 petits exemples pour finir la discussion. Ici, je vous ai pris une base de données qui sont des données de natalité aux États-Unis. Donc on a accès à une base qui est assez complète où on a toutes les naissances aux États-Unis par an. Donc en l'occurrence, j'ai tous les bébés qui sont nés en 2005 et j'ai des informations sur toutes sortes de variables. Okay, donc je peux savoir quel était le niveau d'étude de la mère, je connais son poids avant d'être enceinte, le nombre de kilos qu'elle a pris pendant la naissance, je sais si elle est fumeuse, je connais toutes sortes de choses. Okay. Ici, j'ai son âge. Donc la variable qui m'intéresse, c'est est-ce que l'âge de la mère a un lien avec le poids du bébé à la naissance. D'accord. Donc la variable qui m'intéresse ici, c'est le poids du bébé à la naissance, en grammes. Okay. Et donc, on s'intéresse à l'évolution des différents quantiles. Donc, vous êtes encore une fois, le poids des bébés à la naissance est une variable importante pour analyser le risque de décès des bébés. Okay. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'il y a plus... qui est plus à risque quelque part. Okay. Donc, on peut faire différentes régressions quantiles. Donc, c'est ce qu'on observe à droite. D'accord. Donc, j'ai fait différents niveaux de régression. D'accord. Donc, on voit l'évolution, d'accord. Donc, on a ce genre de courbe, d'accord, donc qui semblerait un petit peu linéaire, mais en fait, quand on regarde les pentes, elles ne sont pas exactement parallèles. Okay. Il y a des différences et les différences sont significatives. Okay. Donc, je vous ai fait en courbe bleue la courbe exactement comme auparavant, qui me dit, ben voilà, le quantile, la pente pour le niveau bêta à 20%.
Ok. Puis je vous donne l'intervalle de confiance. Donc il est possible qu'il soit proche de 0, d'accord? Donc c'est quasiment horizontal, mais c'est quand même un tout petit peu positif. Par contre, quand vous êtes dans les quantiles les plus élevés, donc quand vous vous intéressez non pas à des problèmes de petits poids de bébé, mais à des bébés au contraire un petit peu obèses, on a l'impression cette fois-ci que l'âge influence beaucoup plus. D'accord? Donc la variable d'âge, elle a un lien fort visiblement avec les bébés qui naissent gros. Okay, donc cette fois-ci, plus la mère, et la pente est positive, donc plus la mère est âgée, plus il y a des chances pour que les bébés soient gros. Okay, des mères qui ont des enfants voilà, entre 40 et 20 ans, il y a une différence qui est relativement significative. Donc si jamais vous voulez chercher des bébés qui sont obèses, vous aurez mieux aller les chercher chez les femmes de 40 ans que chez les femmes de 20 ans. C'est un peu ce que ça nous raconte. En revanche, si jamais on s'intéresse aux poids qui sont les plus petits, donc qui sont ceux qui sont généralement les plus à risque, en tout cas pour le bébé. Okay, je pense que les poids de gros, c'est peut-être plus à risque que pour la mère. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les poids tout petits. Donc les bébés qui naissent avec un poids faible. Alors, le problème, c'est que quand je vais vraiment sur des poids des quantiles très très faibles, on est vraiment sur des prématurés. Okay, donc à 1%, on est sur des bébés quand même qui font 1 kg, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc c'est peut-être un petit peu extrême. Ici, je vais sur des valeurs moins importantes. Donc, par exemple, ici, on est à peu près à 10%. Okay, donc, on a l'impression qu'on est assez plat. En fait, on est légèrement décroissant. Okay, et significativement. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, au contraire, vous vous intéressez à des enfants qui sont en poids relativement faible, donc avec des risques, okay, si jamais vous avez une pente qui est négative, okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plutôt chez les mères les plus âgées qu'il va falloir aller les chercher. Okay, donc, ce n'est pas chez les personnes de 20 ans qui ont un bébé qu'il y a des chances d'avoir des bébés qui soient de poids faible. Donc, encore une fois, faible relativement. Donc, on est vraiment sur des notions de quantile relatif. Okay. Donc, c'est ça qu'on observe avec ces régressions quantiles. Donc, on a ces courbes classiques où on va montrer l'évolution de la pente en fonction du pourcentage, avec des intervalles de confiance. Si jamais j'ai quelque chose qui n'est pas autour d'une valeur constante, okay, c'est que manifestement, ma régression, elle a des petits soucis. Et en tout cas, je peux faire une régression moyenne pour pouvoir interpréter ce qui se passe sur les valeurs importantes, soit en haut, soit en bas. Okay. Je vous le fais sur un autre exemple, qui sont des locations de logements à Munich, en Allemagne. Okay. Donc, on a des données entre 1998 et 2000 de loyer. Donc, on a la surface du logement en X et le montant du loyer en euros. Okay. Et donc, on observe ces régressions quantiles, alors que je fais de manière linéaire à gauche et non linéaire à droite. Donc, en fait, tout ce que je vous ai fait sur le lissage, on peut le faire exactement de la même manière dans le contexte de la régression quantile. Okay, donc, je peux m'amuser à lisser, à mettre des paraboles, à mettre tout ce que je veux pour voir l'évolution. Okay. Et donc, on observe ces courbes-là, donc, qui sont un petit peu dans l'esprit de ce qu'on avait raconté auparavant sur les vitesses de freinage des voitures. Okay. J'ai des pentes qui changent beaucoup. Donc, quand vous vous intéressez aux logements les plus faibles, aux prix les plus faibles relativement à leur taille, quelque part, la pente, elle n'est pas du tout la même. Okay, donc, on a un range de valeurs. Si jamais vous avez un logement qui est tout petit, okay, le range de valeurs, il est petit comme ça, alors que quand vous êtes sur des logements relativement grands, ça peut aller d'un montant très faible, quand on est en mauvais état, à un prix très, très, très élevé quand vous êtes sur du logement de luxe. Okay. Donc, on voit apparaître des pentes qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc ici, on a les logements de luxe, quelque part. Okay, donc c'est le plus haut standing. Donc relativement à la taille, vous êtes sur les valeurs les plus cotées. Okay, alors qu'au contraire, ici, vous êtes plutôt sur les taudis. Donc on voit que sur les logements qui sont les plus cotés, la superficie joue de plus en plus. C'est ça que ça veut dire, en gros, l'évolution de cette pente. Donc, je n'ai pas fait cette fois-ci mon graphique d'évolution de la pente, mais on le voit ici visuellement. Plus je prends un quantile élevé, plus ma pente est importante. Okay. Donc, ça veut juste dire que plus vous êtes sur du logement de standing élevé, plus la taille du logement a une influence sur le prix. Okay. Autre petit exemple, parce qu'on l'avait déjà abordé en particulier sur les logements en Pologne, où on l'abordera par la suite, je crois, quand on fera des interprétations, c'est l'influence de l'année de construction. D'accord, donc toujours à Munich, donc Munich est en Allemagne, donc on a le prix du loyer en fonction de l'année de construction. Donc, je pourrais m'amuser à faire des régressions quantiles. Cette fois-ci, on a l'impression que les pentes, des régressions quantiles linéaires, cette fois-ci, on a l'impression que les pentes sont les mêmes. D'accord, donc, ce que ça semblerait vous dire, c'est que peu importe finalement le niveau de standing que vous voulez, l'année n'influence pas trop.
Donc, c'est ce que ça raconte. Voilà. Elle influence de manière linéaire, mais ça influence pas plus du standing de qualité que des TOTI. Okay. Sauf qu'on avait vu que les modèles linéaires ne marchaient pas quand on essayait d'expliquer le prix d'un logement ou le loyer en fonction de l'année. C'est qu'on a des effets non linéaires, on en avait parlé, c'est des biais de survie. C'est que les logements anciens, si jamais ils continuent à se vendre, c'est sûrement qu'ils sont de bonne qualité. Et en fait, on l'observe quand on fait une régression, donc un peu parabolique, c'est ce qu'on avait évoqué encore une fois sur les logements en Pologne. Il fallait peut-être faire un modèle qui tenait compte bah, d'une décroissance puis d'une croissance, et en fait, c'est ce qu'on observe ici, sur la partie de droite. Donc, effectivement, ce qu'on observe, c'est que pour les appartements de standing un peu élevé, on est sur des valeurs qui sont bien plus importantes quand on est sur les bords. Donc, alors, je ne peux pas faire l'interprétation cette fois-ci en termes de pente, mais ce qu'on a, c'est quand même les logements anciens de standing élevé, ils sont relativement chers. Okay. En tout cas, ils sont bien plus chers que ce qu'on avait pu croire ici, donc on est probablement sur un niveau plus élevé. Okay. Donc, les logements de 1920 qui sont encore en état et qui sont chers, ils sont sûrement très très bien. Okay. En tout cas, ils sont très cotés. Et on a aussi le fait que ça remonte aussi pour les logements très récents. Okay. Donc, voilà, je rajoute juste cet outil dans votre boîte à outils de data scientist. La régression quantile est un outil assez intéressant quand on veut essayer de mieux comprendre ce qui se passe, quand on ne s'intéresse pas juste à ce qui se passe sur les bords, mais ce qu'on s'intéresse pas ce qui s'intéresse au centre, mais ce qui s'intéresse sur les bords. Encore une fois, c'est notre interprétation. Encore une fois, sur les logements, au lieu d'avoir la valeur centrale, le prix moyen d'un logement, je m'intéresse aux logements qui sont les moins chers, aux logements les plus chers, pour essayer de comprendre est-ce que les modèles sont les mêmes quand je m'intéresse à un logement de mauvaise qualité versus un logement de très bonne qualité. Ce que j'appelle qualité, c'est le prix relatif compte tenu des variables explicatives. Donc, relativement à un même produit, est-ce que je suis dans le bas des prix ou dans le haut des prix? Okay. Pareil pour les enfants, le poids des bébés à la naissance, c'est relativement aux enfants qui sont semblables. Okay. Je vais m'arrêter là pour cette capsule, mais voilà, régression quantile. Et on se retrouve bientôt.